La France se sait un futur, mais ne se voit pas d'avenir. Construire cet avenir nécessite à la fois de penser, de construire et de mettre en œuvre un pacte productif très ambitieux. D'autant plus ambitieux que les défis que nous avons à affronter aujourd'hui sont considérables, nous les connaissons. Chômage, financiarisation de l'économie, une Europe à réinventer, une Chine qui remet en cause les fondements de la concurrence à l'échelle mondiale, en jouant à la fois sur les coûts, sur les savoir-faire, et en même temps maîtriser la transition écologique. Telle est la thèse que je défends donc, dans cet ouvrage « Réindustrialisation, j'écris ton nom ». Comme quoi être économiste et poète n'est pas incompatible. Parler d'industrie, ça veut dire d'abord de quoi parlons-nous? On entend beaucoup parler d'industrie depuis quelque temps. En fait, l'industrie, très souvent, nous l'assimilons au secteur manufacturier. Car nous avons dans nos têtes une représentation assez ancienne, finalement, de l'industrie, qui se limite à l'automobile, à la construction navale, à la sidérurgie, éventuellement à l'espace, à l'aéronautique, qui sont bien sûr des activités très importantes. Mais non seulement ces secteurs se transforment, mais les frontières de l'industrie s'élargissent. C'est aussi l'énergie. L'énergie, c'est de l'industrie. On y investit, on fait des économies d'échelle. Il y a des emplois qualifiés. On exporte. C'est aussi les industries culturelles, les industries agroalimentaires. C'est aussi ce qu'on appelle les industries de réseau. Le ferroviaire, le transport maritime, les infrastructures. Et puis c'est aussi tous les produits de demain qui vont être issus des grands domaines de recherche d'aujourd'hui, dans le domaine des nanobiotechnologies, dans le domaine des sciences du vivant, dans le domaine des relations entre développement durable et énergie, nouveaux matériaux, nouveaux processus de production. Et on voit que lorsque l'on a cette perception de la production, de l'industrie aujourd'hui, de ce que j'appelle les activités productives, à la fois matérielles et immatérielles, l'industrie, ce n'est pas simplement un pan annexe de l'économie, 10-12% du produit intérieur brut, c'est 30 à 40% avec l'ensemble de ces effets, bien sûr, sur les territoires, sur l'emploi qualifié. Dans l'industrie, un salaire moyen tourne autour de 40 000 euros par an, quand il est de l'ordre de 25 000 euros dans les services de proximité. Et donc, avoir cette représentation de l'industrie nous permet de comprendre aujourd'hui pourquoi l'industrie est au cœur, ou doit être au cœur, de notre économie. Alors, on parle beaucoup d'industrie depuis quelque temps. L'une des thèses que j'essaie de défendre est de dire qu'en fait, nous avons fait le choix implicite depuis 3 décennies, en fait, d'une économie sans industrie. Souvenons-nous, dans les années 80, c'est la première mode, celle de la société post-industrielle. Un certain nombre de sociologues, d'économistes nous expliquent que l'avenir est exclusivement dans les services, dans les cols blancs, et que l'industrie, c'est les temps modernes, c'est Charlie Chaplin, c'est laborieux, c'est difficile, et l'industrie a vocation à être délocalisée dans ce qu'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. Dans les années 90, c'est une nouvelle mode qui nous arrive des États-Unis, comme souvent, ce qu'on appelait la nouvelle économie. La nouvelle économie prônait évidemment qu'il y avait une ancienne économie, autrement dit l'industrie, et la nouvelle économie, eh bien, c'est Internet, bien sûr très important, mais c'est aussi la finance. Et toute cette décennie 90 va être celle de la financiarisation de l'économie, celle de la dérégulation des activités financières, et d'une certaine façon, touchée par cette financiarisation, l'entreprise n'est plus considérée comme une communauté d'hommes et de femmes, mais d'abord comme un actif financier qu'il suffit d'optimiser en fait sur les marchés financiers. Une entreprise doit devenir liquide comme la finance. Et pour devenir liquide, eh bien, il faut délocaliser le plus possible les usines. Et on en arrive à la 3e mode qui se met en œuvre à partir du début des années 2000, ce concept d'entreprise sans usine, qui va être mis en avant par un patron d'un grand groupe français, et qui consiste à dire, finalement, l'entreprise aujourd'hui, finalement, c'est celle qui n'a plus d'usine, qui n'a plus de production. D'un côté, nous gardons dans les pays développés la recherche, le design, et puis nous délocalisons tout le reste dans les pays en voie de développement. Et donc le résultat de ces 3 modes successives, société post-industrielle, nouvelle économie, entreprise sans usine, délocalisation au moindre coût, eh bien c'est que depuis 2 décennies et demie, l'industrie, les activités productives en général, c'est-à-dire aussi bien celles de recherche, d'innovation, de commercialisation, n'ont plus été considérées comme une priorité nationale. Nous le retrouvons aussi à l'échelle européenne. L'Europe s'est construite autour du marché unique dans les années 90,
Le droit de la concurrence, qui est bien sûr indispensable pour combattre les abus de position dominante, pour favoriser l'innovation, est devenu un peu l'alpha et l'oméga de la construction européenne. Dans les traités, les politiques technologiques, industrielles sont du seul ressort des États. Et alors que l'Union européenne fait le choix d'une politique de la concurrence à l'aune de laquelle les autres politiques doivent être définies, eh bien nous avons en Allemagne, au Japon, en Chine, en Inde, au Brésil, des pays à la fois développés ou en voie de développement qui font le pari de l'industrie, qui font le pari d'avoir des bases industrielles solides, à la fois dans leur spécialisation industrielle entre guillemets traditionnelle, comme la chimie ou la mécanique ou l'automobile en Allemagne, qui continue à monter en gamme, à innover, à gérer son hinterland dans les anciens pays d'Europe de l'Est. Et puis nous avons un pays comme la Chine qui, depuis 20 ans, investit massivement dans la recherche, dans l'industrie. 20% des chercheurs dans le monde aujourd'hui sont chinois. Plus de 700 parcs technologiques aujourd'hui existent au travers de la Chine. Donc nous voyons bien l'erreur stratégique en fait, que nous avons fait depuis 2 décennies et demie. Je dirais que notre spécificité en fait, est d'avoir 3 déficits cachés. Le premier déficit, c'est le déficit de prospective. Nous ne pensons plus en France collectivement. Bien sûr, nous faisons de la prospective, nous sortons beaucoup de rapports avec des scénarios roses, gris ou noirs, mais la prospective, ce n'est pas de prédire l'avenir. Le rôle de la prospective, c'est de se mettre autour d'une table et d'essayer de penser ce que peuvent être les projets de demain. La question n'est pas de savoir où sera l'économie française et européenne dans 20 ans. La question est de savoir où voulons-nous que soit cette économie française et européenne dans 20 ans. Nous avons aussi un déficit de culture stratégique. En dehors du champ des relations internationales ou de la défense, finalement, nous ne posons plus vraiment la question, y compris dans le monde de la grande entreprise, en termes d'enjeux de très long terme, de moyens et d'actions à mettre en œuvre. Nous pilotons souvent en fonction du court terme. Or, l'action du court terme ne peut être efficace qu'en fonction d'objectifs de long terme. Et puis notre troisième déficit, c'est le déficit d'évaluation des politiques publiques. La France a une culture du contrôle, de la procédure. Contrôler, c'est bien, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Lorsque tel ou tel gouvernement lance de nouvelles formes de politiques publiques, la plupart du temps, l'évaluation de ces politiques publiques sont insuffisantes, ou lorsqu'elles sont réalisées, elles ne sont pas ou peu prises en compte par le politique, et donc nous stratifions au fil des années tout un ensemble de procédures. Dans le seul domaine des aides, par exemple, aux entreprises, eh bien, en 30 ans, nous avons créé plus de 4000 types d'aides possibles. Et on voit bien que le patron de PME, une entreprise, on va dire, entre 10 et 500 personnes, c'est là, évidemment, où l'entrepreneuriat se joue, c'est là où la créativité se joue, c'est là où la création d'emplois se joue, eh bien, il ne peut pas, évidemment, s'y reconnaître dans un système administratif aussi complexe, même s'il a été en partie, mais insuffisamment, déconcentré au niveau des régions. Et on voit bien que ces déficits cachés de prospective, de stratégie, d'évaluation, en fait, expliquent, me semble-t-il, nos déficits d'aujourd'hui. Déficit de la balance extérieure, surendettement. Nous sommes à la fois un pays qui a sous-investi et un pays qui a surendetté. Là, on pourrait se dire, mais pourquoi faut-il de l'industrie aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? En fait, le choix est relativement simple. Soit nous faisons le choix de développer à outrance les services à la personne, les services à proximité, qui sont des services importants, et qui sont encore aujourd'hui des activités à emploi très précaires, souvent très, très féminisées, dans des conditions souvent difficiles, peu créatrices d'emplois qualifiés, ou soit nous essayons de réindustrialiser notre pays en intégrant les réalités d'aujourd'hui. La réindustrialisation peut nous permettre ensuite de financer davantage les services de proximité et à la personne qui nous sont absolument nécessaires. Alors pourquoi essayer de réindustrialiser notre pays? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est dans l'ensemble des activités productives, matérielles et immatérielles, que nous allons trouver les structures de qualification qui évoluent le plus. C'est là, très souvent, où se réalise en fait l'investissement. Sans investissement, il n'y a pas de pari sur l'avenir. Si aujourd'hui nous avons, notamment dans l'industrie automobile, de graves retards par rapport à l'industrie automobile allemande, mais c'est parce que depuis de très nombreuses années, dans cette filière, nous n'investissons pas assez. Nous n'avons pas assez investi de stratégie, d'intelligence pour penser ce que doit être la mobilité dans les prochaines années. Et là, l'Allemagne a pris plusieurs longueurs d'avance. D'une certaine façon, on peut dire aussi qu'il n'y a pas d'activité condamnée. Il n'y a que des entreprises qui n'innovent pas assez. Donc cette question de l'industrie aujourd'hui, elle est importante aussi parce qu'on voit bien qu'un pays qui n'a pas d'industrie est un pays qui ne peut pas exercer une influence
forte à l'extérieur de ses frontières. Si aujourd'hui la France et l'Allemagne forment un duo relativement déséquilibré, parce que l'Allemagne a acquis une puissance technologique, industrielle et commerciale beaucoup plus importante que la nôtre. Très difficile d'orienter, d'influer sur le cours de l'Europe aujourd'hui lorsque nous sommes un pays affaibli. L'industrie, c'est aussi une réponse à la dualisation de l'Europe. Aujourd'hui, au sein de la zone euro, nous avons des pays au nord de l'Europe qui, depuis plusieurs décennies, ont investi dans l'éducation, dans la recherche, plus de 3% du produit intérieur brut, qui ont un tissu d'entreprises dense. Et puis nous avons les pays du Sud, comme l'Espagne, la Grèce, qui au contraire ont désinvesti, n'ont pas fait de choix industriels, se sont laissés finalement piloter par le marché, par les services à faible valeur ajoutée, par l'immobilier, par le tourisme de masse. Et d'une certaine façon, la crise financière de 2007, qui nous vient des États-Unis et qui arrive en Europe en 2008, finalement va atteindre encore plus ces pays, la Grèce, l'Espagne, mais aussi l'Italie, qui a désinvesti en recherche, même si elle garde un tissu de PME créatrice. Eh bien, ces pays du Sud, faiblement industrialisés, qui n'ont pas fait le pari de l'éducation, qui n'ont pas fait le pari de la recherche, se retrouvent aujourd'hui aux marges de l'Europe et dans des situations extrêmement difficiles. Autrement dit, d'une certaine façon, la crise de la dette en Europe a d'abord ses origines dans une crise de la production. Derrière la crise financière, nous avons une crise de la production, un manque d'investissement, encore une fois, dans l'éducation, dans l'efficacité de notre éducation, dans l'efficacité de notre recherche et dans les relations entre le monde de la recherche, de l'entreprise et des marchés. Alors, voilà quelques raisons, je crois, qui démontrent que nous avons besoin en France et en Europe de retrouver des marges de manœuvre en matière industrielle, ce qui nécessite bien sûr de jouer sur de nombreux leviers. Et puis je dirais une dernière raison, c'est que profondément la crise que nous traversons aujourd'hui et qui touche des publics les plus fragilisés, je pense aux jeunes, aux femmes, aux peu qualifiés. Nous avons plusieurs millions de Français considérés comme peu qualifiés, ce qui ne signifie pas qu'ils ne sont pas créatifs. Je pense aussi aux seniors. Aujourd'hui, nous savons combien, à partir de 50 ans, il est très difficile de retrouver un emploi dans telle ou telle activité. Eh bien, nous avons besoin, en fait, de revoir, de repenser notre mode de développement. Autrement dit, de passer d'une économie de la quantité à une économie de la qualité, à une économie des services rendus. Demain, de nouveaux domaines s'offrent à nous, dans le domaine du vieillissement, de la santé, de l'environnement, des technologies propres, des énergies renouvelables. Nous avons beaucoup de domaines où nous pouvons investir. Et pour repenser ce pacte productif, pour repenser ce projet productif, à la fois au niveau français et européen, eh bien, il faut mettre en œuvre un ensemble d'orientations puissantes. D'abord, il faut jouer évidemment sur le facteur le plus important, c'est-à-dire la créativité et le développement humain. Il faut jouer également sur comment passer, je le disais, d'une économie industrielle classique, traditionnelle, à une économie aujourd'hui de la qualité, fondée sur la compétence, fondée sur la créativité. Ça nécessite d'avoir des incitations publiques, par exemple, davantage en faveur des activités exposées que des activités protégées. Je prends un seul exemple. Chaque année, nous avons 25 milliards d'exonérations de charges sociales sur les bas salaires. Les bas salaires se trouvent essentiellement dans les secteurs protégés, donc c'est essentiellement la grande distribution, l'hôtellerie, la restauration, qui bénéficient de ces 25 milliards annuels d'exonération de charges sociales, ce qui fait 250 milliards sur 10 ans. Eh bien, une partie de ces incitations devrait davantage se reporter vers des secteurs exposés, que sont notamment les activités industrielles au sens large du terme. C'est aussi assurer la transition verte en revoyant notre fiscalité. C'est aussi avoir un système fiscal qui encourage puissamment l'investissement productif, la qualité et la montée en gamme de nos produits. Une troisième orientation, bien sûr, c'est la maîtrise de l'énergie. Changer de mode de développement, nous savons que demain, nous allons aller vers un mode de développement, que nous voulions ou non, plus économe en énergie, mais aussi, il faut qu'il soit moins source d'inégalités. Donc la maîtrise de l'énergie signifie à la fois que cette énergie doit être un outil à la fois au service du bien-être et au service du développement de notre économie. Un quatrième axe, c'est bien sûr la dimension territoriale de nos activités productives. Chacun d'entre nous, nous vivons dans un territoire donné. Les entreprises qui s'ancrent dans un territoire, ils sont d'autant plus à l'aise qu'elles vont travailler avec d'autres entreprises, d'autres universités, d'autres centres techniques. Eh bien, je pense que là aussi, il nous faut penser de très grands projets territoriaux.
tout comme nous avons eu des grands projets technologiques dans les années 60, qui finalement donnent naissance aux quelques avantages comparatifs que nous avons aujourd'hui dans le ferroviaire, dans l'aéronautique ou dans l'espace, eh bien nous avons besoin d'avoir de grands projets territoriaux, un peu à l'image de ce qui essaye de se construire aujourd'hui entre Paris et Le Havre, tout au long de cette vallée de la Seine. Nous avons besoin d'avoir de grands projets territoriaux autour de Lyon, dans le nord, dans le sud-ouest, dans le sud-est, qui permettent véritablement de nous mobiliser pour les 10 ou 15 prochaines années et de susciter aussi une nouvelle génération de chefs d'entreprise, d'élus, pour travailler sur ces grands projets. Ça veut dire aussi que ces grands projets nécessitent de revoir les relations entre l'État et les régions. Les régions ont une partie du pouvoir en matière de recherche, d'éducation, de développement économique. Ce doivent être bien sûr des partenaires essentiels de l'État. Nous ne pourrons plus fonctionner sur un modèle où l'État décide et où les régions exécutent. Il y a un cinquième axe, bien sûr, qui est très important. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est financer cette nouvelle croissance. Comment remettre la finance au service de la croissance. Et ça passe notamment par une politique de stimulation très forte, de réorientation de l'épargne vers l'investissement productif et un ajustement par le haut de la productivité, par la compétence, et en associant davantage l'ensemble des salariés à la gouvernance de l'entreprise et aux décisions de l'entreprise. Et puis bien sûr, à l'échelle européenne et mondiale, il nous faut jouer sur différents leviers. La crise en même temps est une opportunité. Elle est une opportunité pour décider d'avancées politiques importantes à l'échelle européenne. On commence à le faire timidement pour répondre à la question de la crise de la dette souveraine, qui est l'effet d'ailleurs d'un surendettement privé. Mais nous voyons bien aujourd'hui qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors là aussi, il peut y avoir deux thèses qui s'affrontent. Ceux qui considèrent que nous devons développer le protectionnisme à nos frontières et ceux qui, j'en fais partie, considèrent qu'au contraire, nous devons aller vers une Europe fédérale, c'est-à-dire à la fois jouer d'une harmonisation fiscale et sociale. La concurrence ne doit pas se faire entre États au sein de l'Europe. La concurrence, elle se fait entre l'Europe et le reste du monde, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Inde, avec le Brésil. Nous devons aussi faire en sorte qu'à l'échelle européenne, nous puissions définir les grands projets d'infrastructures technologiques et industrielles de demain. Car si cet horizon technologique et industriel n'est pas défini par nous, il sera défini par d'autres. Et puis nous voyons aussi combien l'organisation de l'économie mondiale aujourd'hui dysfonctionne. Et une France plus industrielle au sein d'une Europe qui fait vraiment le choix de la recherche, de l'éducation et de l'industrie, c'est aussi essayer d'influer cette organisation de l'économie mondiale, par exemple en jouant davantage sur la prise en compte des standards environnementaux et sociaux dans les accords bilatéraux, par exemple entre l'Europe et la Chine. Ça veut dire aussi considérer que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, doit aujourd'hui avoir un pouvoir et des normes qui doivent être au moins aussi respectées que celles de l'Organisation mondiale du commerce. Le travail doit être au moins aussi important, si ce n'est plus, que les enjeux de commerce. Donc on voit bien que nous avons toute une série de leviers sur lesquels nous pouvons jouer, mais en sachant que, je dirais, pour réindustrialiser la France, pour refaire de la France, à partir des atouts que nous avons aujourd'hui, une puissance technologique et industrielle, il nous faudra une bonne décennie devant nous. Et pour y arriver, c'est aussi une façon de redonner confiance à nos concitoyens, mais ça veut dire aussi que la politique de réduction des déficits, qui est indispensable, est une politique qui ne peut être réalisée avec succès que si, dans le même temps, nous avons une politique de croissance, de financement et de développement de nos entreprises. Voilà quelques idées que nous essayons de développer dans cet ouvrage, Réindustrialisation, j'écris ton nom. Merci.